Paul Virilio, vous êtes à la fois urbaniste, qui est votre premier métier, si j'ose dire, sociologue, philosophe. Vos recherches, votre travail excèdent, pour ne pas dire agacent, les disciplines. Ce qui est peut-être d'ailleurs particulièrement précieux pour aborder un phénomène comme le sport, qui est un phénomène multiforme. Que pensez-vous, ce sera ma première question, que pensez-vous de l'évolution du sport depuis la manière dont l'Antiquité le concevait, à savoir le sport comme accomplissement de soi, vers le sport comme dépassement de soi, avec cette idée de performance, et avec par conséquent la vitesse qui importe et qui arrive comme élément premier? Je pense d'abord que le sport a toujours été la propagande du progrès. Je rappelle que la question du progrès est une question centrale, mais la question de sa propagande est rarement éclairée. Et le sport, à mon avis, est à l'origine gréco-latine de cette propagande. La performance sur l'homodrome, le stade ou le cirque, va se développer à travers des mutations qui vont être des mutations de la performance, mais aussi des mutations du corps. Dans un premier temps, pour aller vite, on a bien sûr le cavalier, le mythe du centaure, c'est-à-dire qu'on assiste à un dédoublement de la corporéité de l'athlète. Je ne sépare pas le coureur de marathon et le cavalier, le chevalier, qui va être si important dans l'histoire. Donc il y a un double corporel qui ne cesse de se développer et qui développe la vitesse. Le chevalier, dans un premier temps, le cavalier, et puis ensuite, bien sûr, le voilier, qui est une machine de vitesse extraordinaire. Et puis ensuite, bien sûr, avec les révolutions de l'art du moteur, c'est bien sûr le vélodrome. Après l'hippodrome, le vélodrome, l'autodrome, l'aérodrome. Et aujourd'hui, le vidéodrome. C'est-à-dire que quelque part, le dédoublement de la corporéité d'un athlète physiquement incarné va aboutir au dédoublement de la personnalité. L'individu ne sera plus que son image instantanément retransmise dans le monde entier pour la performance de l'émotion des foules. À mon avis, on vit en ce moment ce drame du vidéodrome. On le voit d'ailleurs très récemment avec les performances au football et avec la télésurveillance. Si on continue comme ça, l'arbitrage, ça sera celui du ballon. C'est le ballon qui va parler. Ça ne sera plus le corps qui va parler, mais le ballon qui va parler à l'écran, qui va donner à voir la main, par exemple, dans Thierry Henry. Donc il y a quelque chose qui se joue là, dans la propagande du progrès, c'est que la vitesse est le support de la perte du vif au profit du vite. Le vif, le vivant. J'ai souvent dit la vitesse c'est le pouvoir. Mais le pouvoir c'est d'abord le pouvoir de la vie. Or, on est en train d'assister au pouvoir de la vitesse pure, à travers les ondes électromagnétiques du vidéodrome, ou à travers, bien sûr, la télévision et la retransmission. Donc, je crois, pour conclure sur cette première question, que la vitesse aurait été à l'origine de la dromocratie, c'est-à-dire des classes de vitesse. De même qu'il y a des classes de richesse, avec la bourgeoisie, la chevalerie, la féodalité, etc., il y a des classes de vitesse. Et c'est dans le stade, dans l'homodrome, comme je l'appelle, et dans le cirque, que cette situation va se développer. Alors, quand vous parlez du ballon qui pourrait être l'arbitre, ça fait penser à une remarque que vous faites par ailleurs, quand vous avez parlé des drones pendant la première guerre du Golfe. Tout à fait. Ces drones qui ont obtenu la reddition de soldats, des soldats qui se sont rendus à la machine. Tout à fait. D'abord, on voit l'importance de la vidéosurveillance qui devient un être animé. Je rappelle qu'il y a un livre de Junger qui s'appelle « Les abeilles de verre ». Et quelque part, aujourd'hui, le drone est devenu une sorte d'ange électronique. Et c'est vrai que j'avais été frappé pendant cette guerre du Golfe, la première guerre, que des hommes se rendent à une machine qui est rien d'autre qu'une caméra volante et qui ne se rendent plus à un adversaire humain. Il y avait là une sorte de soumission robotique de l'individu que l'on retrouve en ce moment dans l'arbitrage vidéo.
l'arbitre est mort. D'une certaine façon, c'est pas Thierry Henry qui est mort, c'est l'arbitrage humain. Et ça remet en cause, bien sûr, le politique. Le politique n'est pas seulement le politique des instruments, mais le politique des hommes et des sentiments. D'autant plus que les drones dont vous parlez, aujourd'hui, ils sont présents dans les stades, comme dans les manifestations. Totalement. Donc il y a une présence totalement vidéocratique. Totalement. Le regard, la téléobjectivité du regard à distance remplace la proximité du stade, la proximité du cirque. Sur ce plan-là, j'ai toujours trouvé que le stade était ce qu'on appelle un véhicule statique, c'est-à-dire une machine pour observer, une machine de vision. Et les tribunes, etc., constituaient le lieu de la performance. Or aujourd'hui, on se déplace bien sûr de l'inertie du stade et de ses gradins à l'inertie de l'instant réel de la transmission de l'événement sportif. Soit de la main qu'on va donner en replay, soit du but qu'on va redonner pour voir la performance du tir, etc., etc. Il y a quelque chose qui se joue là, à mon avis, qui mène à, d'une certaine façon, demain tous les sports seront des handisports. Et je ne plaisante pas. Déjà, le sport mène au sport de l'extrême. Mais l'extrême, c'est que demain, tous les sports seront des handisports. C'est-à-dire que le handicap ne sera plus simplement celui physique d'un individu qui perd ses jambes, comme Oscar Pistorius, mais celui de toute la machinerie autour du vidéodrome, autour de l'écran. L'écran remplace la piste. C'est la piste aux étoiles. Alors dans cette dromologie que vous développez, vous êtes un peu... De dromos course. Dromos course, donc vous êtes l'initiateur d'une Oui. discipline, sinon Oui. d'une science, et vous regrettez d'ailleurs que cette discipline ne soit pas plus présente dans l'analyse de notre civilisation contemporaine. Tout à fait. Elle manque. Elle manque. Elle manque considérablement. Il y a une dromologie peut-être appliquée au sport plus particulièrement. Elle s'exprimerait déjà dans la performance dont on parlait tout à l'heure, dans la devise olympique, hein, plus vite, plus haut, plus fort. Comment pensez-vous cette dromologie appliquée au sport? Quelles sont ses caractéristiques? D'abord, le caractère initiateur. Le sportif est le héros de l'économie politique de la vitesse. Je rappelle 2 économies, pas une. L'accélération mène à l'accumulation, c'est le capitalisme. Donc on a là un personnage, le sportif, qui est un héros de la hiérarchie de vitesse. La vitesse est une hiérarchie, pas simplement au niveau de la performance d'un champion du monde, mais au niveau de la capacité d'acquérir un pouvoir. Le chevalier va dominer sur l'infanterie, il va dominer sur l'homme nu. De même, le hoplite, pour revenir au grec, domine parce qu'il est un lanceur de javelot, parce qu'il est un propulseur au sens strict. Et donc le sportif est l'image idéalisée du dromocrate. Moi je suis un dromophobe, c'est-à-dire je crois à la rythmologie, je crois à la musicologie, c'est-à-dire au tempo. Or le propre des sports, c'est de pousser à la limite. Jusqu'au crack du handisport dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'art du moteur va remplacer l'art des corps. Les sports anciens, c'était de la chorégraphie performante, certes, qui donnait lieu à des médailles et à des héroïsations du champion, mais c'était l'art des corps, c'était de la chorégraphie. Et le stade était un lieu de la chorégraphie. Or, là, aujourd'hui, la performance est machinique, la performance est économique à travers le tarif des retransmissions. On le voit bien avec la pression sur le mondial en ce moment, qui peut déclencher d'ailleurs des quasi-guerres. Je rappelle qu'en Amérique latine, on a eu une guerre entre 2 pays à propos d'un match de foot qui a été raté, et après ils se sont déclarés la guerre. Entre ce qui vient de se passer en Égypte et entre l'Égypte et l'Algérie, on a vu des choses pas très loin de ça.
Donc on voit bien que quelque chose se joue là d'un pouvoir tyrannique, d'un pouvoir qui est celui de la guerre. Et là encore, je voudrais donner un exemple extraordinaire. Je n'ai pas le nom du champion. On ne peut pas comprendre le Blitzkrieg, la guerre éclair, dont je suis l'enfant, sans les JO de Berlin. Et sans un personnage très important dont on ne parle pas, qui est le vainqueur, la médaille d'or du cheval, de l'équitation. Je n'ai pas son nom. Simplement, je peux vous dire une chose, c'est que cet homme-là s'est retrouvé à la tête de ses panzers, parce qu'il était général ou un grade supérieur, et il est arrivé jusqu'à Douvres-la-Délivrance, sur les plages du débarquement, et c'est la seule division blindée qui aurait pu faire échec au débarquement. Simplement, il s'est dégonflé quand il a vu tous ces bateaux sur les plages de Normandie, il s'est reculé, et il n'a pas lancé ses panzers. Donc cet homme-là est sorti des JO de Berlin, il a eu la médaille d'or du cheval, il est devenu tankiste, et il est devenu un général qui aurait pu remettre en cause la libération. Moi, l'enfant de la Blitzkrieg, je suis obligé de me dire que quelque part, la vitesse, c'est la guerre absolue. Et cette dromologie, donc attentive, en particulier peut-être aux rythmes qui sont induits par la vitesse, et je pense à la distinction que fait par exemple Simone Weil, la femme philosophe, entre les rythmes et la cadence. La cadence, elle est peut-être mécanisée, liberticide, il faudrait peut-être libérer le rythme de la cadence, le rythme comme étant créateur. Effectivement, c'est Henri Lefebvre d'ailleurs qui a fait un livre dont il m'avait parlé avant de le faire, qui s'appelle « Essai de rythmologie ». Et effectivement, aujourd'hui, la question, c'est que nos sociétés sont devenues arythmiques. Les sociétés anciennes, les sociétés de l'animal et de l'anima, de l'homme et du corps animé, c'était des sociétés liturgiques parce que saisonnières, parce que liturgiques au sens des fêtes religieuses ou politiques, et quelque part, le jour et la nuit, le dimanche, ont organisé l'histoire. Donc le tempo des rythmes est essentiel à travers toute l'histoire, jusqu'à la révolution industrielle, jusqu'à l'accélération des cadences et jusqu'à la vitesse absolue des ondes électromagnétiques et de cette tyrannie du temps réel dont je parle. Donc la question du rythme est à mon avis une des grandes questions politiques de demain. On ne peut pas parler d'écologie sans parler d'écologie du tempo. Retrouver des rythmes. Au moment où on se prépare à supprimer le dimanche, on est dans l'aberration, le délire. Et là, effectivement, les records de vitesse, que ce soit ceux du marathonien ou du cavalier ou du tankiste ou du Usain Bolt ou d'autres, mènent à cette situation. Ils mènent de manière tragique à l'inertie. C'est ça, c'est-à-dire à l'inertie du vivant. C'est ça, c'est-à-dire être capable de se donner donc des tempos. La musique sans tempo est inconcevable, la poésie sans tempo, le sport. La ligne mélodique. Le rythme est une ligne mélodique. Le sport au sens noble du terme consiste à se donner donc un tempo, des rythmes. Alors que la logique de la cadence, elle est peut-être à penser dans cette tyrannie du temps réel. Tout à fait. Dans la tyrannie du temps réel, c'est tout de suite. Et la tyrannie du temps réel, c'est aussi la remise en cause de la chronologie, au profit d'une nanochronologie. On parle de nanotechnologie, c'est-à-dire que les sociétés anciennes étaient des sociétés, du temps long, du temps rythmique des années, des semaines, etc., des cycles. On est passé au temps court, là je fais référence à l'école des Annales, au temps court de l'histoire événementielle. C'est par exemple, bien sûr, la Révolution française ou la guerre de 14-18, et où déjà on parle d'une accélération de l'histoire. Daniel Halévy publie son livre « Essai sur l'accélération de l'histoire » en 1947. Ce n'est pas un hasard, mais il vient après Braudel, Marc Bloch et compagnie. Et donc aujourd'hui, on n'en est même plus au présentisme dont parle Hartog, on en est à l'instantanéisme, c'est-à-dire que tout se joue dans une fraction de temps tellement infinitésimale qu'elle échappe à l'homme. Je peux en donner un exemple boursier, dont je parlais il y a peu avec un ami astrophysicien. Le SEC, c'est-à-dire le gendarme de la bourse de Wall Street, vient de dénoncer le programme trading, le flash trading. Le programme trading existait depuis 20 ans. Le flash trading ou le flash order.
Qu'est-ce que c'est? C'est les cotations de haute fréquence qui utilisent des ordinateurs tellement sophistiqués, qui sont comparables à ceux de l'armée, que ces grands groupes boursiers, ces banques, peuvent jouer dans un espace minimum, nanosecondes, qui échappe au temps de la bourse. Autrement dit, c'est un délit d'initié dans l'instant. C'est plus un délit d'initié qui est bien sûr contesté à cause de la concurrence. Il n'y a pas de capitalisme sans concurrence. Donc s'il y a délit d'initié, il n'y a plus de concurrence. Simplement, ça se fait dans le temps événementiel de la récession, etc., etc. Là, tout d'un coup, par la capacité des ordinateurs et par la capacité des systèmes mathématiques, on peut jouer dans un intervalle de temps qui échappe aux autres boursiers. Le délit d'initié est instantané. Il n'est plus simplement celui d'une information dont je dispose et dont les autres ne disposent pas. Donc on voit bien à quel point cette question de la vitesse et de l'économie politique de la vitesse est centrale, aussi bien dans le jeu de la bourse, le grand casino, dans la financiarisation, que dans le jeu sportif du coureur de marathon ou du Usain Bolt, et avec la question du dopage. C'est un dopage. D'une certaine façon, la cotation à haute fréquence est un dopage temporel de la bourse, et donc c'est une crise du capitalisme intérieur qui est liée à la technologie et au logiciel. Lorsque vous parlez de l'instantanéité, de l'immédiateté, de l'ubiquité, etc., tout cela débouche sur une réflexion aussi sur le télé-objectif, la téléprésence, pourquoi pas le télé-loisir, pourquoi pas le télésport. Quelles sont toutes les conséquences de cette télé-généralisation? Tout à fait. Je rappelle qu'on passe de l'objectivité et de la subjectivité à la téléobjectivité. C'est-à-dire que l'être à distance domine sur l'être proche. Le lointain l'emporte sur le prochain. Il y a là un événement qui remet en cause le peuplement humain. La sédentarité des villes, là c'est l'urbaniste qui parle. La sédentarité, c'est l'inertie immobilière d'une coprésence en un endroit donné où on peut commercer. Or aujourd'hui, l'inertie, elle est polaire. C'est l'inertie de l'instant réel. Donc, peu importe que je sois à Tokyo, à Hong Kong ou à Bécon-les-Bruyères, l'inertie, c'est l'inertie de l'instant réel. L'inertie du lieu, de l'immobilité, de la coprésence est remplacée par la téléprésence. Quand j'ai fait mes années de cours au Collège international de philosophie, mon thème, c'était la téléprésence. Et j'en avais parlé à Derrida en disant « C'est étonnant que les philosophes ne s'intéressent pas à la téléprésence. » Religieusement, il y a la bilocation. C'est-à-dire que certains saints sont censés être apparus à plusieurs endroits à la fois en même temps. Donc c'est un thème, la bilocation, on appelle ça comme ça, c'est d'ailleurs un mot un peu bizarre. Aujourd'hui, c'est la tricadri-location, c'est-à-dire l'omni, exactement. L'omni-location. Et donc, c'est une des grandes questions du devenir ensemble. Comment devenir ensemble si on n'a pas besoin d'être proche? Comment se peupler en un lieu donné en étant partout à la fois? Là encore, la puissance de la vitesse de la lumière domine, et je terminerai là-dessus, domine la lumière du soleil. Notre société, y compris sportive, est dominée par la vitesse de la lumière et non pas par la lumière. Le stade antique était éclairé par les rayons du soleil, l'écran est éclairé par le rayonnement des ondes électromagnétiques. C'est un événement considérable qui concerne non seulement le sportif, mais le citoyen lambda, avec un risque de tyrannie sans pareil, puisque l'ubiquité, l'immédiateté et l'instantanéité sont l'attribut du divin. Donc on sait ce que ça veut dire, un pouvoir divin. La télévision, les multimédias qui écrasent le temps et l'espace, c'est un des effets de cette tyrannie du temps réel, comme le téléobjectif, au fond, a tendance à écraser les plans.
Donc ça, une conséquence essentielle, c'est d'intervenir dans la temporalité, c'est-à-dire que vous parlez d'une émancipation du présent, comme si le présent s'émancipait et du passé et de l'avenir. Exactement. Essayons de penser cette présentification, en particulier rapportée par exemple au sport. Oui. Mais là, on se retrouve devant le spectacle sportif. C'est-à-dire que le jeu n'est plus simplement un jeu entre partenaires, mais il est un jeu en scène. Et donc, quelque part, il crée une communauté nouvelle, qui n'a peut-être pas été repérée à son échelle, la communauté d'émotions. Je rappelle que les communautés sont des communautés d'intérêt à travers l'histoire, à travers les fratries, à travers les féodalités et à travers les classes sociales. Et on a une politique de la communauté d'intérêt qui a donné naissance à l'histoire politique jusqu'à la révolution russe et au communisme. Or, est en émergence une communauté d'émotions instantanées, ce que j'appelle la mondialisation des affects en temps réel. C'est une forme de communisme, c'est le communisme des affects. Au même instant, assister à l'effondrement du World Trade Center ou au tsunami, c'est déclencher un phénomène sans référence. Des milliards d'individus voient la même chose au même moment, et donc l'émotion, la communauté d'émotions prend une dimension religieuse considérable. Donc on est là devant un déni je dirais, de la démocratie. La puissance de conditionnement de l'émotion est un élément qui va bouleverser la classe politique. Les classes de vitesse vont l'emporter sur les classes de richesse de la bourgeoisie ou du prolétariat. Donc tout ce que Marx analyse est pris de vitesse, n'est pas nié, mais pris de vitesse par ce passage des classes de vitesse, la communauté d'émotions instantanées, au détriment des classes d'intérêt, les riches, les pauvres, etc. Je crois que cette idée d'une mondialisation des affects instantanée est une figure sans aucune référence en dehors de la religion. Et une religion sans Dieu, une religion qui débouche sur l'inconnu. Avant de revenir à cette mondialisation des affects, qui est un thème essentiel, abordé surtout lorsqu'on se situe dans une perspective qui est celle du sport, d'une manière générale. C'est fondamental. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne à cette idée du tout et tout de suite, c'est-à-dire à ce qui exprime d'abord une impatience. On sait que les philosophes nous ont appris, Descartes, qu'il fallait être patient dans les méthodes, Hegel, la patience du concept. Tout à fait. Mais vous dites très justement que ça correspond à une sorte de régression infantile, comme l'enfant qui veut tout et tout de suite, vers le petit, mais aussi la nanotechnologie, c'est le tout petit. À fait. Et en même temps, vous parlez d'une sorte de sénilisation dans cette régression vers le petit. Il y a un paradoxe. Il y a l'inertie. Je crois que la vitesse maximum amène à l'inertie. Et en plus, la vitesse maximum, la vitesse de la lumière, donc pour ne pas dire des ondes électromagnétiques, réduit le monde à rien, ce qui est une situation sans référence. L'être, en philosophie, c'est l'être au monde. On n'est pas l'être en soi, en dehors du monde. On est au monde, c'est la base de l'écologie politique. Or, la rapidité réduit le monde à rien. La Terre est trop petite pour le progrès. On parlait de propagande du progrès, eh bien l'écologie le prouve aujourd'hui. La Terre, l'empreinte écologique du progrès mène à une situation où il faudrait 4 ou 5 terres si tous les hommes vivaient comme les Américains et 2 ou 3 ou 4 si tout le monde vivait comme nous. Donc la Terre est trop petite pour le progrès. La Terre est trop petite pour le profit instantané. C'est le flash trading, le délit d'initié dans l'instant. Et quelque part, les nanochronologies et les nanotechnologies, les deux à l'ensemble, sont de même nature. Elles réduisent à rien et la poursuite du progrès se fait dans l'infiniment petit. L'infiniment petit des ondes et l'infiniment petit des nanoparticules, etc. D'où d'ailleurs le grand collisionneur qui veut aller chercher l'origine de la création, le hadron, etc. Donc la situation là est une situation, je dirais, infantile au sens où c'est la régression à l'origine.
Que cherchent les grands accélérateurs de particules? Le Big Bang. Ils veulent retrouver les conditions d'enfance de l'univers, pas simplement les photos fœtales de l'accouchement, sans douleur ou avec douleur, mais l'accouchement de l'univers. Il y a là vraiment on retourne dans le sexe d'origine. D'où le succès peut-être du tableau de notre ami Courbet, l'origine du monde. Et c'est ça, à mon avis, le retour en enfance, rentrer dans le ventre de sa mère. C'est vraiment la catastrophe du progrès, ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez toujours cette religiosité dans le tout et tout de suite, dans le communisme des affects. Ouais. D'ailleurs, cette régression que permettrait l'accélérateur de particules, c'est vers un boson qu'on appelle particule du diable. De Dieu. De Dieu, De Dieu, carrément, parfois, la particule de Dieu. de Dieu. Oui. Moi, je suis étonné de voir que quand on s'intéresse à Einstein, quand on s'intéresse à l'astrophysique, ça a été mon cas dans ma jeunesse, on est parti vers, avec Hubble, etc., l'expansion de l'univers. C'était l'époque de la dromosphère universelle. Les planètes s'écartaient, c'était fabuleux. Il y avait une idéologie de la dilatation qu'on retrouve dans l'obésité aujourd'hui, passons, une dilatation. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On veut chercher l'origine. Le plus petit des plus petits, le plus rapide des plus rapides, le plus inerte des inertes, etc. C'est très curieux ce mouvement géométrique, dilatation avec Einstein, Hubble et compagnie, l'expansion de l'univers, avec la bélomètre, qui faut bien se souvenir que le Big Bang a une origine religieuse, avec l'atome primordial de la bélomètre. Là, maintenant, c'est le contraire. On va vers l'infiniment petit. On retourne à l'origine. Si c'est pas religieux, ça, je sais pas ce que c'est. Dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que le passage, par exemple, du Golgotha, au pied du Golgotha, il y avait une poignée de témoins de la crucifixion du Christ. À la première d'Hamlet, il y avait quelques centaines de spectateurs. Dans le Globe Théâtre, déjà. Déjà. Mais dans un match international de football, ce sont presque des milliards de spectateurs. Et ce changement n'est pas simplement un changement d'échelle, puisque en même temps, il y a un élargissement, mais en même temps, il y a une réduction. Réduction, au fond, par la tyrannie du temps réel. C'est réduction à la fois par la carte mentale qui est réduite. Mais il s'est passé quelque chose dans le communisme des affects, c'est l'individualisme de masse. On a connu les catastrophes du collectivisme, que ce soit le stalinisme, le maoïsme, le nazisme, enfin on ne va pas nommer tout ça. Et donc on a des discours qui se sont opposés, je dirais, au collectivisme. Mais aujourd'hui, on est toujours dans une société de masse, ô combien, non seulement au niveau de la démographie, des milliards d'individus, mais aussi au niveau de la production, au niveau des quantités, au niveau de la production dans tous les sens du terme. Simplement, on n'a jamais été aussi seul. Donc on peut parler du paradoxe d'un individualisme de masse. C'est-à-dire que les pouvoirs, quels qu'ils soient, médiatiques ou militaires ou je ne sais quoi, ou idéologiques, peuvent traiter tête par tête, au milieu de ces milliards d'individus, peuvent toucher tête par tête, les individus. Et donc il y a des milliards d'individus, mais en réalité ils sont tous seuls devant l'écran. Alors que si on prend les personnages de la crucifixion, ce sont des personnes en pied, comme on disait dans le temps, en pied. C'est Saint Jean, c'est Marie, c'est Madeleine, c'est les centurions romains, qui ne sont pas d'ailleurs les derniers à croire, ce qui est tout à fait intéressant. C'est bien sûr l'obscurcissement, c'est intéressant. Le soleil est caché. Aujourd'hui, le soleil, c'est la vitesse de la lumière qui nous éclaire instantanément, tête par tête, instant par instant. Il y a là une puissance de conditionnement de la pensée, qu'elle soit politique, culturelle ou autre, qui est sans référence. On est devant une période extraordinaire. Comme disait Karl Kraus, quelle grande époque. Quelle grande époque.
Parce que cette mondialisation des affects, cette mondialisation des émotions, parfois, elle peut être ressentie comme étant quelque chose de positif. Tout à fait. Une sorte Je donne de un fraternité universelle. Je donne je donne un exemple extraordinaire qu'on n'a pas assez relevé, le tsunami. Quand le tsunami a lieu, ça vient pas longtemps après, finalement, le World Trade Center, il y a des milliards d'individus qui regardent ça, et on a des associations caritatives qui écrivent, comme Médecins sans frontières ou je ne sais qui, j'ai oublié, en disant « Arrêtez de nous envoyer de l'argent, c'est trop ». Ça, c'est nouveau. Et donc, lorsque vous parlez de la mondialisation des affects, lorsque vous insistez sur cette dimension et son caractère réversible aussi, vous parlez des dangers, d'abord de risque d'un nouveau fascisme, d'un fascisme plus intégral encore, qui serait lié à cela, de la même manière que le fascisme qu'on a connu au début du siècle était lié peut-être à une sorte de communautarisation des peurs. Absolument. Il y a aujourd'hui une autre échelle encore et qui introduit peut-être des ruptures qualitatives. Tout à fait. Le ministère de la peur, le grand roman de Graham Greene, a repris du service. On administre la peur d'une autre manière. Je voudrais revenir sur la notion de communisme des affects. Le mot communisme des affects fait référence à la communauté d'émotions. On pourrait aussi faire référence à la communion, d'où la dimension religieuse et pas simplement politique. Dimension religieuse qui est aussi liée au fascisme. Nuremberg, on ne peut pas oublier que nous avons le stade de Nuremberg et nous avons le fascisme. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous avions une forme de l'homodrome, comme je le répète, qui était architectonique. C'était le théâtre d'Épidore, où c'était les grands stades qui vont donner lieu aux Jeux Olympiques, avec ses gradins, etc. Nous sommes devant une machine de vision extraordinaire, qui est une forme de cité de la vitesse. De la vitesse de l'élocution du philosophe ou de l'acteur, Antigone, Oedipus Rex, ou du sportif. Donc on a là une sorte de maquette dans le stade antique, le cirque, une maquette de la ville à venir, de la ville qui va prendre sa place autour du parvis de la cathédrale, autour de la place d'Armes, à côté des Invalides, etc. Nous avons une scène et nous avons un théâtre avec une coprésence des athlètes et des pratiquants de ce sport, pratiquants ou spectateurs. Mais il y a une communion de la coprésence qui est comparable à la coprésence dans la cité des citoyens. Alors que dans le vidéodrome dont on a parlé tout à l'heure, instantané, la coprésence a disparu. Il n'y a plus que l'éblouissement de la performance. Et donc, la communauté d'émotions débouche sur la solitude aussi de l'individu privé de ses supporters personnels. Non pas les supporters de l'équipe, mais les supporters du moi qui est assis sur les gradins devant la performance. Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue entre l'homodrome et le vidéodrome, qui a été précédé par l'hippodrome, le vélodrome, l'autodrome, l'aérodrome, on peut mettre tous les dromes qu'on veut, qui aboutit à la solitude et donc à l'inertie. Ce qui se joue là n'est pas un problème politique au sens traditionnel du terme, mais au sens transpolitique de l'instantanéité, de l'immédiateté, de l'ubiquité. Le sport est le vecteur de cette tyrannie, mais il y en a d'autres. On pourra en donner des exemples nombreux à travers le populisme et à travers la prise de pouvoir par les médias. Je ne citerai pas l'Italie de Berlusconi. Alors cette mondialisation des émotions, elle a aussi des effets singuliers qui ont été observables il n'y a pas très longtemps, à savoir des populations d'origine étrangère qui, en France, réagissent de manière extrêmement passionnée à un match
qui opposait l'Algérie à l'Égypte, je crois, témoignant d'ailleurs à cet égard d'une sorte de proximité passionnelle beaucoup plus grande avec l'Algérie qu'avec la France. Il y avait le même jour un match entre la France et un autre pays. Cela pose un problème qui rejoint la réflexion que vous avez faite tout à l'heure, à savoir le problème du lointain et du prochain. Ça pose un problème pas simplement en termes d'identité nationale, ce qui est une manière un peu idéologique de traiter la chose, mais un problème en termes aussi de communauté d'existence. Et on rejoint là quelque chose qui est un peu oublié, c'est l'élection des empereurs par les légions. Vous savez comment certains empereurs ont été élus, le bouclier et le glaive. C'est l'équivalent des hurlements dans le stade. L'élection n'est plus l'élection d'un individu qui vote en son âme et conscience, qui a le temps de réfléchir, etc. Il vote par acclamation. Et cette acclamation est comparable à celle des légions qui vont élire parfois un général qui ne voulait pas être empereur. Il y a quelque chose qui se joue dans la puissance de communion à un événement, qu'il soit politique, militaire ou sportif, qui est transposé dans l'individualisme de masse, avec des risques considérables parce que justement l'individu est seul et il n'a pas de supporters en dehors de sa femme ou de ses amis qui sont là, et néanmoins il participe d'une grande communauté. Je crois que la politique n'est pas prête à verser, la politique démocratique, celle des droits de l'homme, n'est pas prête à verser dans cet unanimisme transpolitique. Je rappelle qu'on n'est plus dans le politique, mais dans le transpolitique, qui mène directement à l'idéalité et à la divinité. Surtout que ces émotions sont des émotions extrêmement ambivalentes et réversibles. Tout à fait. Elles sont d'explosions de joie, elles peuvent être aussi des signes de terreur. Immédiatement. Mais le propre de la communauté d'émotions, c'est qu'elle joue sur la peur, sur la terreur et au contraire sur l'adoration. Il y a deux extrémités qui se touchent, qu'à de le dire, l'adoration ou l'horreur, l'amour ou la haine. Je dirais que le théâtre antique, Antigone, la tragédie, avait déjà introduit cette question des extrêmes. Antigone, Oedipus. Si on prend le théâtre contemporain ou Molière, c'est devenu un peu plus, ou les marivaudages, c'est un peu plus sophistiqué. Mais ce qui est grave dans le communisme des affects dont je viens de parler, c'est que c'est le retour du tragique. Les deux extrêmes. La haine absolue qui peut déclencher des phénomènes catastrophiques, de xénophobie ou de massacre. Et puis de l'autre côté, l'amour absolu qui mène cette ONG à dire « ne jetez plus d'argent, il y en a trop ». Ce qui est quand même assez extraordinaire et un peu pauvre. D'un côté, la grande richesse, de l'autre côté, la grande pauvreté, la terreur ou l'amour. C'est pas mon genre. Et vous parlez donc d'une dimension tragique, retenant le tragique au sens fort du terme, c'est-à-dire l'absence de conciliation des contraires. Absolument, et je rappelle que la tragédie à l'origine était jouée une fois, exactement comme les matchs, y compris le match litigieux qui vient de qualifier l'équipe de France. Les tragédies à l'origine sont jouées une fois. Et puis ensuite, on va les jouer plusieurs fois. Il y a quelque chose là qui... Avec une origine sacrificielle, en plus. Le sacrifice du bouc. Absolument. Absolument. Mais en plus, on pourrait, si on file comme ça la métaphore, il y a quand même une limite, c'est que dans la tragédie, c'est en tout cas ce que nous dit Aristote, il y a un effet cathartique. Tout à fait. L'effet cathartique, aujourd'hui, on peut s'interroger. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que le ministère de la peur n'est pas le ministère du tragique. Le ministère de la peur a quelque chose de policier, de tyrannique au sens le plus barbare. Je rappelle que notre siècle, enfin le mien, c'était Auschwitz et Hiroshima. C'est les deux extrêmes, même si c'est très différent. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, ce sont deux tragédies absolues. Or, là, la pauvreté de cette émotion, c'est une énorme question. Je n'ai pas de réponse là. Je suis dépassé. Je rappelle que les phénomènes qu'on traite en ce moment nous dépassent. Je ne suis pas le philosophe du transpolitique. Je suis dromologue. J'essaye de comprendre les rythmes et les accélérations dans le sport, dans la vie, dans les mœurs, dans la ville. Mais là, on touche à quelque chose de sacré qui me dépasse. Je rappelle que je suis chrétien, mais là, je suis dépassé. Ce sacré-là n'est pas le mien.
cette accélération de la vitesse, ce passage au temps réel, on confine dans les vitesses de la lumière, s'accompagne d'accidents spécifiques. Il n'y a pas de progrès sans accident, ce qui nous conduira aussi à envisager le problème des catastrophes. Mais d'abord, on pourrait peut-être s'arrêter à cette notion d'accident. Vous aimez vous référer d'abord à ce que dit Aristote, c'est-à-dire que l'accident, c'est d'abord ce qui advient à une substance. À la substance. Or, la question aujourd'hui, c'est que la performance des substances est telle, des substances innovées, dans l'ordre énergétique, par exemple, est telle que la catastrophe est absolue. C'est Trinity Site, c'est la première explosion nucléaire à Trinity Site qui va précéder de quelques semaines bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Là, on a touché à une limite qui, quelque part, remet en cause la connaissance. Donc l'accident n'est plus seulement l'accident des substances, l'explosion, la déflagration de l'éclair nucléaire, c'est plus seulement l'accident des distances, c'est-à-dire la rapidité d'un événement et d'un délai, la rapidité d'un délai, on en a parlé dans l'instantanéité, c'est l'accident des connaissances. C'est-à-dire que la science expérimentale touche sa limite. Je rappelle qu'il n'y a pas de science exacte sans expérimentation. Or, nous touchons avec la bombe atomique, mais avec d'autres recherches, comme celle du grand collisionneur, la possibilité de la fin de l'expérimentation. On ne peut pas expérimenter parce qu'on risque la fin du monde. On touche là à quelque chose qui est un accident sublime. La science, la connaissance, le savoir est obligé d'interdire l'expérience. Ce qui fonde les sciences par rapport à la magie, par rapport à l'irrationalité, tout d'un coup devient impossible. On ne peut plus expérimenter. On a dépassé les limites. Je crois que là, des choses se jouent, qui se jouent en ce moment d'ailleurs dans la science. Un ami me le disait récemment, je crois comme toi qu'on va vers un accident des connaissances. C'est-à-dire une rupture dans le savoir. Parce qu'on ne peut plus expérimenter à l'échelle de notre savoir. Et donc nous allons retomber dans la pensée magique. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'astrophysiciens qui sont devenus des astrologues. Ils sont redevenus des astrologues. Ça, à mon avis, c'est... L'accident est un événement hors norme. Il est présent dans notre vie depuis le XXe siècle à une échelle sans pareille. Le dommage de l'essai n'est plus supportable. Le monde est trop petit pour l'expérience. D'où la critique qu'on pouvait faire et qui a été faite pour le grand collisionneur de Genève. L'un par Otto Rosler, théoricien du chaos, et l'autre par deux physiciens américains qui ont posé la question du risque du collisionneur, du risque de micro-trous noirs, ce qui a d'ailleurs été confirmé par Étienne Klein et d'autres. Il y a un risque de micro-trous noirs, mais ils vont s'évaporer. Et la question des physiciens américains, c'est de dire, vous voulez rire ? Bien sûr qu'ils vont sans doute s'évaporer. Mais s'ils ne s'évaporent pas, qui vous aura autorisé à prendre un risque pareil ? Donc on touche du doigt là l'accident des connaissances. Alors on a beaucoup parlé de l'accident des substances, la pollution de l'air, la faune, la flore, etc. etc. Mais l'accident des distances, déjà on en a moins parlé, on considère que c'est un progrès d'aller d'un bout à l'autre du monde à vitesse hypersonique ou d'avoir une image mégaloscopique instantanée grâce à des satellites de ce qui se passe aux antipodes. Là, on est à une limite, c'est l'accident de la connaissance. D'où l'importance de relancer l'université. Je rappelle que, pour faire vite, l'université européenne s'est construite sur la barbarie. Dépasser la barbarie et arriver à la civilisation. Je vais très vite. Autrement dit, il y avait une catastrophe à l'origine. Il ne fallait pas continuer comme ça. Mais là, la catastrophe, c'est le progrès. La barbarie, c'est le progrès. Le progrès nous entraîne à un risque qui concerne la pensée même, les connaissances même, le savoir rationnel lui-même. D'où un risque panique considérable. Donc oui, l'accident est au cœur de notre histoire. Nous vivons un temps accidentel. Je l'ai dit, histoire générale,
histoire événementielle, histoire accidentelle. Le présent s'absente dans l'instant. Donc il y a dans cet horizon, lorsque vous vous référez à Auschwitz et à Hiroshima, Ouais. c'est l'horizon de l'humanicide. Tout à fait. Figure de l'humanicide, Tout à c'est fait. aussi d'une certaine manière la raison, les promesses de la raison qui sont Oui. aussi remises en Tout à cause, fait, donc tout le à progrès fait. des connaissances. Et au plan sportif, on peut avoir Ben, une réflexion. la prothèse et le dopage. On peut dire qu'il y a trois types de dopage. D'abord, il y a le dopage par l'alimentation, le drill, le dressage. Il y a le dopage chimique, donc celui des drogues connues. Et puis il y a aussi le dopage par prothèse. Et là, le personnage d'Oscar Pistorius est capital. C'est pas capital dans le handisport. Au contraire, c'est merveilleux. Moi, j'admire beaucoup le handisport. C'est que cet homme qui a des pieds, pour faire court, en acier carbone, veut se mesurer aux hommes qui n'ont pas d'acier carbone, qui ont des pieds comme tout le monde. On voit bien ce qui se joue là de la prothèse. Bien sûr, Pistorius veut se mesurer au plus grand, au vrai champion olympique, mais en même temps, il est l'agent de la prothèse. Derrière lui, on n'aura pas besoin d'avoir les jambes coupées pour faire des records de vitesse. Il y aura des prothèses pour ça. Et donc, on retrouve l'art du moteur, l'art de l'instrument, l'art de la prothèse. Donc, quelque part, le dopage peut être aussi à ce niveau-là, au niveau d'un handisport prothétique. Nous avons parlé de la dromocratie, de la dromosphère. Ouais. Est-ce que le sport n'est pas au cœur justement de cela, de Si, ce dispositif? Le sport est au centre même de ce que les Grecs vont faire de la démocratie. Parce que la démocratie, elle est dromocratique à l'époque des Grecs. Dans la constitution des Athéniens, il est dit que ce sont ceux qui gouvernent les navires qui gouverneront la cité. De même que ce sont ceux qui sont des chevaliers qui vont devenir les chevaliers romains et les grands banquiers de l'époque, etc., etc., en attendant les armateurs du capitalisme vénitien ou de Séville, etc., etc. Donc le sport est au cœur de la dromocratie, c'est-à-dire des classes de vitesse. Qu'on soit champion du monde, champion d'Europe ou champion de France, quelque part, on est dans une idéalité politique que le sport a développé à travers toute l'histoire. Toute l'histoire est, pour moi, une histoire de l'accélération. Et le sport est au cœur de l'accélération avec la guerre. On ne peut pas comprendre les chevaliers, le pouvoir du chevalier sur le fantassin, sans que ce soit le pouvoir d'une vitesse supérieure et aussi d'une domination. Le chevalier est plus haut. Pareil pour l'athlète grec, pareil pour le champion du monde tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc effectivement, pour moi, le sport, et j'en ai fait, le sport est le lieu de la dromosphère, la sphère d'accélération qui est bien connue en physique, c'est l'expansion de l'univers, s'est développée aussi dans l'histoire, à travers le sport et à travers le champ de bataille, à travers le stade, le cirque et le champ de bataille, avec les tournois, avec les batailles navales. Je rappelle que dans le cirque de Rome, on mettait de l'eau, c'était étanche, et on pouvait faire des batailles navales avec des petites galères qui se battaient. Il y avait un grand vélum qui couvrait le cirque de Rome, etc., etc. Donc, pour moi, le sport est au cœur de la dromologie. Simplement, ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'on doit passer de l'art des corps à l'art du moteur. D'où ma critique du dopage par prothèse. La prothèse est en train de remplacer le champion. Et la prothèse, elle n'est pas simplement le fait d'un moteur aux fesses dans l'autodrome ou dans le motodrome, etc. Elle est le fait de prothèses plus sophistiquées,
qui sont celles des nanotechnologies, qui sont celles des puces RFID, puisque je rappelle que dans les voitures de course, par exemple, il y a un retour son désormais. Ils sont téléguidés par le stand. Donc, défendre le sport, c'est défendre le retour au corps propre, dans un monde propre. Le monde propre, c'est la figure du stade. Le stade où on est ensemble pour assister à la performance. Et on est en train de se dématérialiser de cela. Il n'y a pas que le dopage des anabolisants, etc. Il n'y a pas que le dopage du drill, du dressage extraordinaire des champions, qui est à la limite de la biopolitique. Et il y a aussi la performance technique qui est en train de s'imposer à la performance humaine. Aujourd'hui, si on prend les sports d'équipe, c'est effectivement la possibilité de la télévision et du contrôle par bioarbitrage, vidéo et bioarbitrage, qui ira jusqu'à la puce. Demain, il n'y a pas que le ballon qui parlera, il y aura la puce de radiofréquence, la puce RFID, qui sera inséminée dans le corps de l'athlète. Donc disparition du corps propre, c'est-à-dire oui, disparition du corps propre. C'est-à-dire perte du corps propre, c'est-à-dire du corps situé dans le temps et dans l'espace. C'est ça, c'est-à-dire de l'humain, au sens le plus humus, c'est-à-dire de la chair. Le sport est pour moi l'art de la chair, CHAIR. Et donc, pour moi, le corps est une idéalisation de l'incarnation. Je suis chrétien, donc je crois à l'incarnation. Mais pour moi, l'incarnation, c'est le carnatus, c'est la chair. J'aime la chair. Et on est en train de la perdre dans la technique et dans le moteur. Quelque chose se joue là qui est terriblement grave et qui est en train d'influencer le politique. Je dis bien le, pas là, le politique. D'où la crise de la cité. La cité, c'est un grand stade. C'est pas un hasard si on se réunit à Longchamp ou si on se réunit à la Nation ou à la Bastille pour manifester. C'est un sport, la manifestation démocratique. Ceux qui ont vécu comme moi mai 68 le savent. Paris était un grand stade des illusions, un grand stade de l'imagination au pouvoir. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, non seulement disparition de certains enjeux des connaissances et du savoir qui nous portent depuis les Grecs peut-être, mais en même temps disparition de la chair. Alors tout ça, quel horizon y a-t-il? Quel horizon à cette disparition de la chair? D'abord, l'horizon n'est pas négatif. Je rappelle que j'ai publié un livre qui s'appelait L'horizon négatif. L'horizon n'est pas négatif, simplement nous sommes en train de passer, je crois, de l'ère des révolutions, qui a commencé avec Copernic et qui s'est terminée avec la révolution russe, on peut le dire en gros, pour réentrer dans l'ère des révélations. Donc, j'invente le néologisme, nous sommes en train de devenir des révélationnaires. Se révèle à nous que le monde est trop petit pour nous. Se révèle à nous que nos connaissances risquent de nous manquer par leur performance, et pas seulement par notre handicap, par leur performance et par les instruments de ces performances, les ordinateurs ou les machines ou les moteurs. Je crois que c'est le début d'une histoire sans pareil. C'est le début d'un dépassement de l'idée révolutionnaire. Le révéler, je préfère le révéler au révolu. Les révolutionnaires sont révolus au profit des révélationnaires, au profit de cet accident intégral qui concerne à la fois le savoir, les performances des hommes de chair, les hommes incarnés, bien sûr les arts, la culture. Et c'est pas un hasard si je parle de vidéodrome. Le cinéma n'était pas de la vidéo. Et la vidéo, demain, ça sera quoi en termes de performance sportive? Et la question d'ailleurs serait à poser devant les outrances des stades en ce moment, les outrances politiques des stades. Quel est l'avenir du vidéodrome? Je ne peux pas répondre, mais la question se pose. Homodrome, autodrome, après l'hippodrome, vidéodrome. Et après,
Je n'ai pas la réponse. Et encore, je crois que c'est très important, quand on parle de vitesse et politique, quand on parle de vitesse et politique des sports, de ne pas annoncer la couleur de l'avenir. Parce que ça serait mentir. On n'en sait rien. Ça nous dépasse. Et puis, d'une certaine manière, même par la langue, le « et après » suppose, au fond, un temps ouvert. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire... C'est une clôture. On arrive à un monde fini. Ouais. Alors, il y a une phrase d'Hildegard de Bingen, « Homo est clausura mirabilium Dei ». Je traduis, « L'homme est la clôture des merveilles de Dieu ». C'est une phrase fabuleuse et nous sommes en train de vérifier cette clôture. Être au monde aujourd'hui, c'est être au monde fini, au monde trop petit, pour nos performances, qu'elles soient sportives, intellectuelles ou économiques. On voit bien la crise en ce moment. Mais c'est une grande espérance. C'est peut-être ça la renaissance. Et ce monde fini, cette expérience du monde fini, c'est peut-être aussi l'occasion de remettre en cause aussi ce culte de la performance, c'est-à-dire de revisiter au fond le sport tel qu'il s'impose de manière aujourd'hui dominante, à savoir cette course vers l'avant, et cette course vers l'avant que vous analysez en termes dromologiques. Est-ce qu'il peut y avoir des nano-performances de l'homme ? J'aurais envie de parler d'un jeu comme les échecs. C'est pas un hasard d'ailleurs. C'est pas un hasard, Fischer et l'ordinateur. C'est vrai qu'après les performances, les hyper-performances des coureurs, des sauteurs, de tout ce qu'on veut, la question se poserait de la nano-performance. Du sublime de la nano-performance et pas simplement du champion du monde de vitesse ou de saut en hauteur. Je crois que c'est une question d'humilité. Comme disait Thérèse d'Avila, l'humilité, c'est la vérité. J'ai envie de dire, c'est aussi la vérité du sport aujourd'hui. Peut-être que les célébrations des champions aujourd'hui sont ce qu'il y a de pire pour le sport. À idéaliser à ce point les héros du sport, je crois qu'on court à l'échec du sport. Il faudrait innover des nano-performances. Alors, l'exemple que je donne, les jeux d'échecs sont évidemment pas un sport. Le jeu de dames non plus. Mais il y aurait quelque chose à fouiller là. C'est pas la course de lenteur, la course en sac. Je voudrais pas remplacer Usain Bolt par la course en sac. Mais quelque chose se joue dans le minimalisme de la performance, pour le meilleur. Oui, puis vous n'êtes pas en train de vaticiner, annonçant la fin des temps. Vous n'êtes pas un nouveau prophète. Je suis très excité. Moi, je suis persuadé que le meilleur est devant nous, à condition d'y réfléchir. Voilà. Non, mais ce qui est important, c'est l'idée qu'une conscience du désastre, une conscience de la catastrophe, qui transforme la catastrophe en l'éclairant, est la condition, au fond, d'un changement, d'une transformation, d'une ouverture. D'une mutation. D'une mutation. Alors, au lieu que la mutation soit prothétique, c'est-à-dire liée à un adjuvant quelconque, soit un dopage, soit un truc de clonage, soit etc., il serait celui de la pensée. Il serait celui de l'université. Ce qu'on a appelé l'Europe des Lumières est né de l'université. Et ça fait quand même loin, Bologne et tout ça. C'est peu de temps après l'an 1000, 1200. Or, aujourd'hui, il faut recréer un stade pour interroger aussi bien les performances sportives que les performances scientifiques. Si on arrive à l'impossibilité d'expérimenter un savoir, on a atteint une limite. Bon, et pareil dans le sport, quand on voit Usain Bolt d'un côté dont on n'est absolument pas sûr qu'il n'a pas été dopé, et de l'autre côté Pistorius avec ses jambes en acier carbone, la question se pose d'une limite. D'un côté à un hyper performant jusqu'où, et de l'autre côté à l'art des prothèses. Donc le sport olympique comme les autres sports, parce que je considère que la philosophie ou la science est un sport de la pensée, a atteint une limite. Et cette limite est passionnante à dépasser. Mais comment, c'est pas moi qui vous le dirai.
vous êtes urbaniste, je le rappelle. Oui. Par conséquent, lorsqu'on conçoit et qu'on parle du sport, on parle du sport dans la ville. La ville, c'est un territoire. Absolument. Comment C'est un réfléchissez-vous? stade. Voilà, la ville est un stade. La cité est d'abord le lieu du mouvement. Quand on construit une ville, Decumanus et Cardo, l'axe nord, sud, est, ouest, tracer, lotir, bâtir. C'est les trois termes des Romains, des urbanistes romains. On commence par tracer, Decumanus, Cardo, c'est-à-dire les grands axes. Autrement dit, le mouvement, la traçabilité des voies, des rues, va être le stade du mouvement des hommes, va être le lieu de ce qu'on va appeler la gyrovagie, l'errance dans la ville, les piétons, l'homme des foules. Après, tracer, le tir, autrement dit entouré, avec des remparts, avec une limite, pour qu'il y ait un lieu bien attribué, et pas simplement une zone, comme on dit aujourd'hui. Et puis ensuite, bâtir des tours, bâtir des immeubles, bâtir des choses comme ça. Mais à la base de la cité, c'est le piéton. À la base de la cité, c'est l'homme qui se déplace, et en même temps, c'est la possibilité des individus de se rassembler au centre, sur la place d'Armes, ou sur l'Agora, ou sur le Forum. Donc la ville d'origine gréco-latine, et par la suite, elle est dromologique, c'est-à-dire qu'elle est le lieu du mouvement construit, du mouvement sur place, comme dans le stade. C'est un mouvement sur place. C'est pas comme les nomades, un voyage au loin, c'est un mouvement sur place. L'inertie immobilière, elle est dans le stade comme elle est dans la place d'Armes ou dans le parvis de la cathédrale ou dans le forum, etc. Quelque chose, là, a été remplacé par l'écran. L'écran est devenu la place d'Armes, est devenu le parvis, est devenu le... Et donc le corps du sportif, le corps du héros, qu'il soit le coureur de marathon ou Usain Bolt, est transféré à son image. Et donc il y a une mutation considérable. Et de la civilité et de la sportivité. Et je crois qu'il y a une grande intelligence à développer aujourd'hui pour pas condamner les sportifs, pour pas condamner les entraîneurs, parce que je m'aperçois que quand on condamne pas le sportif, on condamne l'entraîneur. Quand on condamne pas l'entraîneur, on condamne l'équipe. Enfin, on est toujours en train de chercher des boucs émissaires. En réalité, c'est le sport qui est touché par le progrès. Le progrès dont on a parlé, dont le sport était la propagande supérieure, il souffre. Et il serait peut-être temps de s'intéresser à cette souffrance-là. Donc il y a une virtualisation du sportif, ça c'est fait, clair. Mais il y a en même temps des partis pris urbanistiques ou des partis pris architecturaux qui sont très particuliers. Je crois le Stade de France, la manière dont on conçoit la présence du sport, entre guillemets, de masse. Je ne parle pas du sport médiatique, mais du sport. Comment pensez-vous cela? Déjà, la Marseillaise, tout ce qui s'est passé autour de la Marseillaise, à mon avis, il y a quelque chose là qui dépasse l'esprit sportif de Coubertin. Je rappelle que Coubertin, c'est un esprit sain dans un corps sain. Là, ça ressemble un peu à engagez-vous, ça ressemble au voyage au bout de la nuit. C'est du Céline. Parce que chanter la Marseillaise dans un stade, en ce moment où on a l'Europe, où on a tout ça, ça me fait penser au ministère de l'identité nationale. Donc le stade est en train de redevenir un forum. Non pas une agora, mais un forum. Et c'est très dangereux pour le sport. Et c'est très dangereux aussi pour l'identité nationale, l'identité citoyenne, l'identité de l'homme libre. Quand je parle d'identité, je parle d'identité de l'homme libre. L'homme est animal, animé, il est libre, libre de mouvement. C'est pas un minéral, c'est pas un végétal. Et le stade est le lieu de cette animalité, de cette animation. Donc tout ce qui blesse l'animalité dans l'homme, le mouvement, la liberté, tout ce qui le conditionne est une menace considérable. Donc ça suppose déjà pour les citoyens d'être capables de se réapproprier et le temps et l'espace. Et le corps. Et le corps. Et le corps, parce que... Qui parcourt le temps et l'espace. Nous percevons le temps et l'espace à travers une corporéité. C'est la phénoménologie, c'est Husserl, c'est Merleau-Ponty. C'est mes maîtres, parce que je rappelle que la vitesse n'est pas un phénomène, c'est la relation entre les phénomènes. Autrement dit, le dromologue est un phénoménologue.
Et aujourd'hui, la crise est considérable dans la mesure où justement les phénomènes ont muté. Les phénomènes de corporéité deviennent des phénomènes d'iconicité, d'où l'iconolatrie et l'idolâtrie. Si on prend le champion grec ou le champion coubertien, il n'est pas une idole et il n'est pas une icône. Il est un champion. Il est un athlète, c'est-à-dire qu'il a du muscle, il a du jarret, il a du nerf, il a de l'endurance, etc. Il a des qualités animales, dans le bon sens du terme. Il n'est pas végétal. En ce moment, il est en train, à mon avis, de redevenir photosensible, comme je l'ai dit. Le dédoublement de la personnalité dans l'image du champion, Zidane ou n'importe qui sur l'écran, c'est qu'il est devenu comme le végétal, photosensible. Il fonctionne en s'orientant à la lumière et à l'écran. Il fonctionne dans son orientation à la diffusion. Il existe dans sa diffusion. Bien sûr qu'il existe sur le stade, mais à la limite, est-ce que demain il existera encore sur le stade? Je ne crois pas. Je crois qu'à travers le clonage, à travers l'engineering génétique, que j'ai appelé la bombe génétique, le champion risque de disparaître dans sa facticité, dans son iconocité. C'est un événement qui remet en cause le fondement du sport. Le sport est d'abord animal, au sens de l'animé, pas au sens bestial. Le végétal, le minéral et l'animal. Nous sommes de l'espèce animale, douée de mouvement, de l'être, et quelque part nous retournons vers l'absence de mouvement, la fixité, photosensible, héliotropique, sauf qu'au lieu de s'orienter au soleil, on s'oriente aux écrans, à la lumière de la vitesse, on s'oriente. On a perdu notre animation. Et un champion comme Pistorius, à mon avis, une sorte de signe de cette puissance. Vous avez été sportif tout de même. Oui, j'ai fait beaucoup de cross, j'ai fait bien sûr un peu de football, j'ai fait du cyclotourisme, important, et puis j'ai fait le pentathlon militaire. J'ai même été classé dans la zone d'occupation française en Allemagne. J'étais à l'état-major de la première armée. Et donc j'ai pratiqué le sport et j'ai eu une passion pour le sport, mais surtout les sports d'endurance, évidemment. Le cross, le cyclotourisme. Donc lorsque nous avons parlé du sport, nous avons parlé d'une partie du sport, à savoir le sport Oui, de compétition. Il y a ce sport d'entraînement, loisir, oui, qui a toute sa place. Bien sûr. Et dans laquelle on découvre... Oui, mais comme par hasard, ce n'est pas des sports de vitesse. Oui, c'est pas simplement un problème d'argent, parce qu'on n'a pas pu se payer la voiture de rallye ou je ne sais quoi. C'est généralement des sports d'endurance. C'est intéressant d'ailleurs que le sport de loisir soit plutôt un sport d'endurance. Et que les sports de compétition, c'est la dromocratie, soient des sports d'accélération maximum. Mais on retrouve peut-être là un sport qui serait habité par l'excellence, par la beauté du geste. Absolument. Vous qui êtes très attentif à la beauté du geste de Braque ou de Matisse. Ouais. Donc, Non, mais ce que j'ai dit, on ne peut pas parler de tout. Donc cette liberté du sport individuel et commun, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est la chorégraphie. En perspective de vos réflexions, il y a tout de même la volonté de restaurer dans la cité le débat démocratique, qui est devenu le tempo. Redonner une rythmologie. J'ai écrit un article qui s'appelait « Accident de tempo », en disant que ce qui nous arrivait, c'est un accident de tempo. Ce n'est pas simplement un accident du temps réel, c'était un accident du tempo. Nos sociétés ont perdu la musicologie et donc je dirais la richesse des mouvements communs. Le mouvement commun, c'est le contraire du communisme ou du fascisme des affects. C'est l'être ensemble dans la vie. Ça s'appelle aussi solidarité.
Et quand on voit les phénomènes de migration en ce moment, on voit bien qu'il y a une crise de ce côté-là. On voit bien que les phénomènes migratoires sont une sorte de dromologie du malheur, une chorégraphie des réfugiés, etc., etc. Et je crois que ça aussi, ça intéresse le sport. Quand on voit les performances de ceux qui essaient d'échapper à leur misère en embarquant dans le train d'atterrissage d'un avion, quitte à être écrasé, ou quand une patera traverse à la rame ou avec un moteur qui ne marche pas toujours, il y a aussi des performances qui se jouent là, qui sont des performances de l'homme et de l'animal à résister. On ne peut pas ne pas aborder la question de l'éducation, de l'enseignement, de l'école. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place à donner à cet apprentissage du tempo, à cette rythmologie, à cette dromologie? Est-ce qu'il n'y a pas là un grand défaut majeur si, absolument, qui serait très transdisciplinaire d'ailleurs? À mon avis, l'enseignement va de pair avec l'enseignement physique. Je suis d'une origine très pauvre et donc pour moi, l'éducation est une éducation du corps, pas seulement une éducation de l'esprit. Sur ce plan-là, je suis coubertien. Donc je crois qu'effectivement, l'enseignement physique à l'école fait partie, comme dans les gymnases grecs, fait partie de l'enseignement de la philosophie, l'enseignement de la littérature, de l'enseignement des mathématiques, etc. Donc je crois qu'il y a là un trop grand écart entre les sports de masse, qui sont les sports de l'éducation, et les sports de compétition, qui sont du spectacle. La soudure entre les deux est loin d'être faite. En dehors de l'idéalisation au moment de l'éducation des champions qui viennent faire signer des autographes avec le nom de je ne sais qui. Donc il y a là quelque chose qui fait partie de l'université du désastre. Dans l'université du désastre, le sport y aurait sa place. À partir d'une interrogation sur les limites, le passage de l'homodrome au motodrome, à l'autodrome, c'est-à-dire l'art du moteur remplaçant l'art des corps, remplaçant la chorégraphie. Si on prend par exemple les siècles pré-industriels, la danse fait partie du politique, pas simplement des phénomènes, je dirais, sexuels et de recherche d'une épouse ou d'une concubine, mais de la théâtralité. Pas seulement à Versailles, le menuet du roi, etc., mais c'était partout. C'était dans les campagnes, c'était partout. Relire Sévigné ou relire George Sand. Donc, quelque part, la crise de la rythmologie, c'est la crise, je dirais, de la liberté de mouvement. La première des libertés humaines, c'est la liberté de mouvement. Pas l'oublier, si on est de l'espèce animale, c'est qu'on est doué de la liberté de mouvement. Or, c'est cette liberté qui est paralysée par les excès de vitesse. D'abord de vitesse motorisée, après avoir été chevaline, et ensuite les excès de vitesse des transmissions et de l'instantanéité dont on a parlé. Et la manière que vous avez d'exalter la chorégraphie, ça fait penser à une réflexion de Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles, où il se moque un peu de Flaubert qui célèbre l'homme assis. Oui, il dit que c'est déjà un signe de décadence, de maladie. Il faut être en mouvement. Lui-même écrivait en dansant. Ah le danseur, c'est sûr que sur ce plan-là, Nietzsche a compris l'importance du danseur. Premier langage, je rappelle que premier langage, c'est pas un langage phonétique, c'est le langage du corps. Et le sport est une idéalisation du langage du corps. Et c'est quelque chose qui est en train d'être stérilisé dans l'iconolatrie des retransmissions, etc. Et qui est préservé effectivement dans les sports de loisirs. Mais le sport de loisirs, ce serait même, je dirais, une autre émission. Hein, ce qu'on a dit là, c'est la vitesse, c'est le pouvoir. Si le temps, c'est de l'argent, la vitesse, c'est le pouvoir. D'ailleurs, regardez la dernière citation d'une compagnie low cost. Si le temps, c'est l'argent, autant gagner les deux. Si le temps, c'est de l'argent, autant gagner les deux. Je trouve que c'est idéal. Alors, on gagne quoi? Des médailles? C'est une grande question. On parlait de réduction de l'espace et du temps. Oui. On pourrait parler de
de la disparition, d'une certaine façon, de la géographie comme espace à la fois à conquérir, comme espace à explorer. Mais cela a des conséquences aussi. C'est que cela rend d'autant plus improbable la possibilité d'avoir des appartenances différentes et par conséquent de provoquer entre ces appartenances des rencontres. Hein. Il n'y a pas de sport finalement sans rencontre de différence d'une certaine manière. Alors il est évident que j'ai parlé de cette fin de la géographie en regard de Fukuyama et de la fin de l'histoire. Je l'ai dit, je ne crois pas à la fin de l'histoire, mais je crois à la fin de la géographie. C'est-à-dire que la rétention, la contraction du monde à rien, hein, cette terre trop petite, est une perte considérable, non seulement dans le rapport au monde, mais aussi dans le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, c'était la découverte. J'ai envie de dire que, comme la sexualité, l'étranger est celui qu'on recherche, le complément. De même qu'on recherche la femme ou l'homme, on recherche un complément, c'est-à-dire autre chose. Ce qui va d'ailleurs provoquer la production de l'espèce humaine, dans le cas de l'amour. Mais dans le cas du politique, c'est effectivement de même nature. C'est la compétition, la recherche de l'autre complémentaire, soit dans le duel, soit dans l'embrassade, soit dans la performance commune. Il y a quelque chose qui était la richesse du monde, qui était le caractère multiplexe du monde. Or, la réduction des distances, la compression temporelle, comme on l'appelle, hein, le temps réel, c'est une compression temporelle. Cette compression temporelle nous fait perdre, je dirais, l'originalité de l'étranger. On a pensé que, à l'origine, l'étranger, c'est l'ennemi. Mais c'est aussi celui qu'on cherche. Tu me cherches. Le terme est clair dans un combat entre deux hommes. Tu me cherches, tu vas me trouver. Mais derrière ce mot, il y a aussi le côté positif. Tu me cherches encore. Autrement dit, tu reviens vers moi. C'est le contraire d'un divorce. Il y a donc une dimension sociale, même si elle se termine par un match de boxe ou par un duel. Or, cette situation est à la base du sport, et en particulier des sports, je dirais, de combat, dans le bon sens du terme, non pas de la guerre, mais des sports de combat, que sont la boxe, la lutte, etc., etc., et le judo. Et donc, cette espèce de recherche du partenaire, qui n'est pas un partenaire sexuel, mais qui est un partenaire, je ne sais pas le mot, comment dire, un partenaire. Il n'y a plus de partenaire, il n'y a plus que des voisins. Il n'y a plus que cette espèce de proximité où celui qui est à côté nous gêne. Je voudrais donner un exemple d'ailleurs extraordinaire. Il y a beaucoup dans la jeune génération d'hommes et de femmes jeunes qui disent « ne me touche pas ». Extraordinaire. La coprésence est perçue comme un viol. Ne me touche pas. Et c'est un mot, une phrase qui est dite ou dit à une femme ou un homme qui n'est pas un ennemi. La contamination. Tu es prêt, donc ne me contamine pas. C'est quelque chose qui est radicalement à l'opposé du sport, où on recherche la concurrence, où on recherche l'adversaire qui me permettra d'aller plus loin, de me transcender, etc. Le contact. Voilà, le contact, le contact. Hein, la fameuse phrase de Bonaparte, à la guerre comme en amour, pour conclure, il faut venir au contact. C'est Napoléon Bonaparte. Donc c'est sûr que la mondialisation du temps réel, la téléprésence, nous fait perdre cette découverte du partenaire. Ne me touche pas. On parle d'ailleurs de nouvelles technologies sans contact, comme si les contaminations de la grippe contaminaient aussi les relations interpersonnelles. C'est effectivement une fin, une pollution de la distance, un déni de l'autre dans sa différence. Nous avons parlé du progrès, et vous associez le progrès au nihilisme. Vous dites que le progrès rend le nihilisme présent. Oui. C'est un terme très fort. Bon, le nihilisme, rappelons, c'est la négation des valeurs. Ce rapport entre le progrès, qui au contraire se pose comme valeur, en tout cas dans notre culture moderne. C'est la propagande du progrès qui est nihiliste. Ce n'est pas le progrès lui-même. Je rappelle, et je l'ai dit dès le début, qu'on ne peut pas comprendre le progrès sans sa propagande. Sa propagation. Et la vitesse est au cœur de ça, comme elle est au cœur du sport et au cœur de la guerre.
Le nihilisme, c'est le nihilisme de la propagation. Ce n'est pas le nihilisme du progrès lui-même. Le progrès lui-même est peu de choses par rapport à sa publicité, à sa promotion. J'ai envie de dire, si le progrès est un progrès du mouvement, un progrès de la motion, de la motion, il est aussi le progrès de sa propagande. Et la propagande est terrorisante. Donc effectivement, dans le sport a été le lieu de la propagande de la vitesse physique, des chevaux, des hommes, etc., des réflexes, etc. Mais cette propagande est devenue une propagande iconique, propagande de la représentation, et non plus représentation tellement de la performance que de sa représentation dans un stade et surtout sur des écrans. Donc il y a un nihilisme, oui, mais je n'ai fait que le répéter pendant cet entretien. Il y a un négationnisme de la propagande du progrès. Le progrès, c'est mordu la queue. Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers de la même médaille, disait Hannah Arendt. C'est ça le nihilisme. Mais c'est le nihilisme de la propagande du progrès. Je crois que c'est très important de distinguer les deux. Le progrès lui-même et sa propagation. Et la vitesse est bien sûr au cœur du champion, au cœur du héros, etc. Et c'est lorsque d'ailleurs le présent, d'une certaine façon, s'émancipe et donc disparaît que nous sommes dans la représentation. Et donc peut-être dans le nihilisme de la représentation. Tout à fait. D'où d'ailleurs la possibilité de la disparition de la démocratie représentative au profit de son illusion, la démocratie présentative, instantanée. Or, vous le savez, la confiance ne peut pas être instantanée. Le propre de la confiance, qui fait qu'on est d'un parti ou d'un autre, d'une équipe ou d'une autre, ne peut pas être instantané. Il faut prendre son temps. On peut constater, c'est quelque chose de très récent au fond, la manière dont les intellectuels, les philosophes, les sociologues, voire les écrivains, parlent du sport, en parlent non pas de manière accessoire, en parlent parfois comme le support de leur propre réflexion. Moi, quand j'étais jeune, si j'ose dire, quand j'étudiais la philosophie, on regardait le sport de très haut. C'est vrai. Donc, comment comprenez-vous ça ? Il y avait des différences, parce que si on prend Monterland, c'est un homme passionné du sport, et du sport physique. Si je prends les intellectuels de mon époque, effectivement, c'est plutôt les sports motorisés. C'est Paul Morand, c'est Marinetti, qui sont d'ailleurs des figures qui vont flirter avec le fascisme et avec le nazisme. Et donc les sports sont plutôt des sports, je dirais, de la motorisation. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le retour au corps propre. C'est vrai que derrière les philosophes contemporains, il n'y a pas qu'Onfray, on pourrait en citer beaucoup d'autres, il y a un retour au corps propre et un retour aux danseurs. D'où l'engouement pour Nietzsche aujourd'hui. Je suis étonné qu'on soit passé de Marx à Nietzsche, parce que quand même, c'est pas pareil. Mais je suis étonné pour ma génération de voir à quel point Marx a été omniprésent et à quel point c'est Nietzsche qui revient. Et Nietzsche, c'est effectivement le danseur dans toutes ses acceptions. Mais ça ne m'étonne pas, puisque la philosophie souvent s'intéresse à la perte plus qu'à l'acquis. J'en suis un exemple d'ailleurs. Je suis intéressé par la perte. Mais je ne suis pas pessimiste. Il y a peut-être aussi parce que, exemplairement, le sport, dans ses développements les plus récents, cristallise un certain nombre de contradictions, d'enjeux, de promesses perdues. Est-ce que le phénomène social ne se lie pas dans le phénomène sportif avec aujourd'hui une clarté beaucoup plus grande que dans d'autres secteurs au plan de la société ? Certainement, et je dirais, là encore, ça peut paraître un paradoxe, surtout par le divorce. Ce qui est extraordinaire dans le corps social contemporain, c'est la pérennité et la multiplication des divorces. Non seulement le divorce corporel, la séparation de corps, mais le divorce au sens de la répétition de la découverte de l'autre. Se marier, c'est connaître beaucoup d'autres, et pas simplement son épouse ou son époux.
Il y a quelque chose de même nature dans le sport contemporain, je crois. Il y a d'abord le divorce de la corporéité, on vient d'en parler, à travers les prothèses, à travers les moteurs, à travers les dopages, etc., etc. Ce que j'appelle le dédoublement de la personnalité, le doublement de la corporéité. Mais il y a aussi la rupture, effectivement, avec le monde politique. Le sport ancien était un sport politique au sens, je dirais, philosophique du terme. Le héros était une sorte de prophète du devenir corps sublime, etc. D'où la danse, qui est une sorte d'idéalisation du mouvement. Et aujourd'hui, c'est, je crois, plutôt la nostalgie de ce retour au corps, l'éternel retour au corps propre. Et là encore, on retrouve Nietzsche.